Bonsoir à tous. On va commencer par le cas numéro un. Je me présente, je suis le docteur Laurent Thomsen, je suis chirurgien de la main. Et comme orateur, il y aura aussi le docteur Fabien Ladauge, médecin du sport, et le docteur Frédéric Zetoun, radiologue. À toi, Fabien. Alors, ouais, je vais vous présenter le dossier clinique. Il s'agit d'un patient de 20 ans qui n'a pas d'antécédent particulier. C'est la première fois que vous le voyez et il se présente avec une douleur du poignet droit suite à un traumatisme en hyperextension du poignet. Il faisait un match d'urban foot. Il était gardien lorsqu'il a fait une chute. Il a subi ce traumatisme. On est à 4 jours du traumatisme. À l'examen clinique, vous avez une douleur à la palpation de la tabatière anatomique, une douleur exquise en pronation contrariée et un poignet qui est globalement douloureux à la mobilisation. Vous avez une petite image pour vous montrer la zone douloureuse. Donc, la première question, quel est le diagnostic le plus probable sur l'examen clinique? Petit a, une fracture du radius. Petit b, une fracture du scaphoïde. Petit c, une fracture du triquetrum. Ou petit d, une lésion du ligament scapholinaire. Voilà, vous pouvez répondre aux questions. Je vous répète les propositions. Petit a, une fracture du radius. Petit b, une fracture du scaphoïde. Petit c, une fracture du triquetrum. Et petit d, une lésion du ligament scapholinaire. Globalement, vous avez bien répondu. C'était bien la fracture du scaphoïde, le diagnostic le plus probable. Cette image pour vous montrer un scaphoïde fracturé. Et on va passer tout de suite à la question numéro 2. Quels examens complémentaires réalisez-vous en première intention? Là encore, 4 propositions. Premièrement, une radiographie du poignet face profil et incidence scaphoïdienne. En petit b, une échographie. En c, un scanner. Et en d, une IRM. Donc, vous avez répondu en grande majorité une radiographie du poignet face profil et incidence scaphoïdienne. C'était effectivement la bonne réponse. Et on va vous montrer ce qu'ont donné les clichés. Je vais laisser le docteur Frédéric Zetoun, radiologue à la clinique, vous parler des clichés. Alors voilà, donc il y a deux clichés, vous avez deux clichés de face. Sur le cliché de gauche, vous avez un cliché de face en inclinaison neutre. Et sur le cliché de droite, vous avez un cliché en incidence scaphoïdienne. Alors l'incidence scaphoïdienne a pour objectif évidemment de dérouler le scaphoïde, donc de le mettre en extension. Vous savez que le scaphoïde est un peu en flexion, et donc le fait de simplement mettre le poignet en inclinaison cubitale permet de dérouler complètement le scaphoïde. Donc c'est très facile de faire une incidence scaphoïdienne. Bien, ces clichés, très honnêtement, ne montrent pas grand-chose, et on a un doute quand même sur éventuellement ici une toute petite anomalie proche de la corticale interne du scaphoïde, mais pas de grosse anomalie. Sur la face, on pouvait également suspecter une toute petite anomalie ici sur le scaphoïde qui se projette sur le capitadum, sur le grand os. Donc la question suivante, donc la radiographie est très douteuse, comme vous avez pu le voir. Quel examen est-ce que vous prescrivez pour avancer dans la recherche diagnostique? Petit a, une échographie. Petit b, un scanner. Petit c, une IRM. Petit d, une nouvelle radio dans 15 jours. Alors, réponse intéressante. Alors, un scanner dans 67% des cas, une IRM 20%, une échographie 7%, une nouvelle radiographie dans 15 jours. Alors, le meilleur examen pour dépister une fracture du scaphoïde, quand elle n'est pas évidente sur les clichés simples, ça reste l'IRM. Alors, certains ont répondu, j'imagine, un scanner parce que c'est plus facile à obtenir qu'une IRM, mais le meilleur examen reste quand même une IRM. Peut-être on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Alors, voici quelques exemples que je vous ai sélectionnés. Voici un jeune patient, vous voyez, il a encore des cartilages de croissance, chute sur le poignet, radio quasi normale, suivante. Et voilà ce que donne son IRM. Vous voyez, ce patient n'a absolument pas la moindre rupture corticale. Par contre, il a un œdème osseux, il a une fracture en fait occulte du scaphoïde avec un œdème que vous voyez bien sur ces séquences frontales et sagittales pondérées en T2. Suivante.
Voilà, et voilà ici le trait de fracture qu'on voit parfaitement bien sur l'IRM. Vous voyez que c'est très très parlant sur une IRM parce que même s'il n'y a pas de rupture de la corticale évidente, eh bien, l'œdème osseux permet de faire le diagnostic de fracture. Suivante. Pardon, non, en arrière. Voilà. Voici alors par contre ici, non, en arrière, voilà, celle-là. Ici, un jeune patient, 20 ans aussi, 20 ans, 22 ans, chute sur le poignet et radio également normale. Suivante. Voilà, voilà son scanner. Eh bien, il a fallu vraiment multiplier les coupes pour déceler cette petite fracture que l'on voit ici sur la corticale médiale et ici sur la corticale antérieure du scaphoïde carpien. Il a vraiment fallu tourner autour et faire de nombreuses reconstructions. Vous voyez que l'IRM est vraiment beaucoup plus sensible que l'IRM pour dépister ces fractures lorsqu'elles sont difficiles à voir. Suivante. Voilà un autre patient, radio normale encore une fois, et un scanner qui montre également, voilà, un scanner qui n'est pas évident. Vous voyez que le scaphoïde paraît normal ici, et en fait, quand on passe sur les coupes les plus internes, on voit qu'il y a un tout petit trait, vous voyez, de fracture. Donc, le scanner, c'est bien, évidemment, si on n'a pas la possibilité de réaliser une IRM, mais l'IRM, c'est mieux. Vous voyez là, ce cas ici avec ce scanner qui est normal et cette IRM qui montre un trait de fracture évident. Suivante. Alors, quand on fait un bilan radiographique, eh bien, il faut toujours tourner autour, ne pas considérer qu'un cliché de face et un cliché de profil sont suffisants. Il faut vraiment rechercher, toujours faire systématiquement une incidence scaphoïdienne, donc une inclinaison cubitale. Voilà, ici, on avait un doute, on voyait qu'il y avait un petit décroché cortical. Suivante. Voilà, et on voit très bien ce décroché cortical et ici ce trait de fracture qu'on va mettre en évidence sur cette incidence scaphoïdienne. Donc vraiment, il faut tourner autour, ne pas hésiter à multiplier, pas trop évidemment les clichés, mais enfin faire les incidences adéquates. Suivante. Voilà ici un autre exemple, ici avec une radio de face et de profil qui était normale ou quasiment normale. Et vous voyez ces incidences scaphoïdiennes et ici 3/4 un peu, ou ce profil raté qui montrait cette fracture du tubercule distal. Suivante. Voilà, ici, là, ce patient, donc on lui a fait un cliché de contrôle. Il ne faut pas hésiter aussi à demander si une IRM n'est pas possible ou un scanner n'est pas possible, ce qui est quand même rare maintenant, demander un cliché de contrôle, parce qu'avec l'ostéolyse de part et d'autre du trait de fracture, eh bien, on va déceler la fracture qui n'était évidemment pas du tout visible au tout début de l'exploration. Suivante. Voilà, heureusement, quand même, de temps en temps, c'est facile. Et le diagnostic est évident. Suivante. Voilà, donc le scanner est bien, mais il manque un tout petit peu de sensibilité par rapport à l'IRM, qui est vraiment l'examen de référence, mais dont on connaît les problèmes de disponibilité. Le scanner, sa limite, c'est qu'elle va détecter les fractures quand il y a une rupture de la corticale, mais pas quand il y a une lésion du spongieux, alors qu'au contraire, l'IRM permet de bien visualiser ces lésions de l'os spongieux et ces contusions osseuses qui sont vraiment l'apanage de l'IRM. Suivante. Voilà. Je passe la main. Alors, je vais prendre la suite. Merci, Frédéric, pour toutes ces explications. La question 4. Alors, finalement, on se retrouve dans un cas assez simple où, à la radio simple, standard, on découvre une fracture du scaphoïde parfaitement non déplacée. Donc, dans ce cas-là, qui est la plupart des cas, hein, évidemment, que proposez-vous comme traitement? Ou que pouvez-vous proposer comme traitement? Alors, A, une immobilisation par manchette. B, une immobilisation par manchette prenant le pouce. Une immobilisation par plâtre brachio-palmaire, c'est-à-dire en prenant le coude. Un vissage, donc une chirurgie avec un vissage percutané. Ou un vissage, donc chirurgie, vissage à ciel ouvert. Donc la plupart des votes répondent immobilisation par manchette prenant le pouce. Donc il y a une majorité de traitements orthopédiques et un peu pour 13%, 2 sur 15 répond un traitement chirurgical par vissage percutané. Alors les réponses, il n'y a pas de traitement
Il n'y a pas un seul traitement disponible, il y a plusieurs traitements, traitement orthopédique ou traitement chirurgical. Si on choisit le traitement orthopédique, donc il faut immobilisation par manchette plâtrée, et si on choisit un traitement chirurgical, le mieux est quand même de proposer un vissage percutané. Alors là, vous avez sur les images le BABP qui date d'il y a 30 ans, on ne fait plus ça. L'immobilisation par plâtre ou attelle thermoformée prenant le pouce n'a plus lieu d'être. Il y a des études qui ont montré que bouger le pouce dans les fractures du corps du scaphoïde, bouger le pouce n'amène pas plus de mobilité ou de micro-mobilité sur le fait de fracture que de mobiliser les doigts longs. Donc, aucun intérêt à prendre le pouce. Une simple manchette plâtrée suffit largement. Mais par contre, il faut la porter 3 mois, qui est le durée moyen de consolidation. Alors, chez des patients jeunes, non-fumeurs, qui supportent le traitement 3 mois, c'est un traitement qui marche, puisqu'il y a environ 92% de taux de consolidation, avec évidemment aucun risque chirurgical, aucun risque d'infection, aucun risque iatrogène, aucun risque d'anesthésie, rien du tout. Ceci dit, ça demande une immobilisation entre 3 et 6 mois. Parce qu'en plus, bien souvent, à 3 mois, on peut encore voir un petit trait de fracture, on peut éventuellement faire un scanner, c'est en cours de consolidation, mais ce n'est pas toujours consolidé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut être amené à repousser encore l'immobilisation et on peut, dans certains cas, être amené à immobiliser plus de 3 mois, voire jusqu'à 6 mois. Donc, de ça découle immobilisation prolongée, rééducation. Voilà. Donc, on a une technique qui marche très bien, qui est totalement safe, mais qui nécessite une immobilisation prolongée. Et il est vrai que la plupart, si vous exposez ça aux patients, vous avez le choix entre une immobilisation prolongée ou une chirurgie qui va vous permettre de mobiliser votre membre, votre poignet plus rapidement. On laisse le choix au patient et le patient choisit soit l'immobilisation, soit la chirurgie. Alors là, le gold standard de la chirurgie d'une fracture non déplacée, vu qu'on part d'un traitement orthopédique à faible risque et qui marche bien, autant proposer un traitement chirurgical, lui aussi à faible risque et qui amène quelque chose. Donc, encore une fois, ce traitement amène une mobilité précoce, donc de se passer de chirurgie. Et si on veut limiter les risques, le meilleur moyen de faire ça, c'est en percutané, sans ouvrir. Donc, le type de vissage percutané, il faut un moteur. Évidemment, il faut faire ça sous scopie. Et c'est des vis à double pas de vis qui amènent de la compression dans le foyer de fracture. Donc, ça se passe au bloc. On introduit une broche, contrôle scopique. On voit si la broche est bien introduite dans le scaphoïde, avec des clichés de face, 3/4 profil. Une fois qu'on est satisfait de la mise en place de la broche, on peut monter la vis. Sur un tournevis et une vis cannulée. Une fois la vis en place, bien introduite dans le scaphoïde, on s'en va, on fait un pansement, on voit la cicatrice que ça laisse, et là, c'est un patient opéré à 1 mois. Donc, on voit bien le bénéfice sur la mobilité immédiate chez un patient. Alors, à 1 mois, on n'est pas solide. Le patient, là, à 1 mois, il n'est pas solide, mais il peut bouger. C'est ça le gros avantage. Alors, en moyenne, quand même, on a un pansement ou une attelle, 7 à 21 jours sont les opérateurs. L'avantage, encore une fois, c'est que c'est non redissant, c'est peu iatrogène. Par rapport à un traitement orthopédique, c'est certes plus risqué, mais c'est quand même, ça reste une chirurgie assez safe. Pas de rééducation ou très peu de rééducation. Ça permet une reprise de sport sans contact très rapide. On peut aller courir, on peut aller à la piscine une fois qu'il y a la cicatrisation. Il n'y a pas de problème. Évidemment, il ne faut pas aller faire du rugby ou du judo. Et c'est vrai que ça augmente un peu le fait mécaniquement. Cette vis, c'est un double pas de vis. À chaque tour de vis, vous mettez de la compression dans le foyer de fracture. Donc ça augmente un peu le taux de consolidation, mais qui est déjà très bon à la base. 92%, c'est très bien. Mais on augmente de 2 à 5% classiquement le taux de consolidation. Et un des derniers avantages, c'est que même en cas de pseudarthrose, c'est-à-dire de non-consolidation du foyer de fracture, si celui-ci reste serré et avec quasiment pas de mobilité, vous ne voyez pas de chambre de mobilité autour de la vis, et surtout si le patient va bien, vous pouvez laisser la vis. Si vous êtes moins stressé d'avoir absolument cette consolidation qui est nécessaire. Voilà le petit avantage. Alors, question 5. Finalement, le patient, vous lui avez expliqué tous les bénéfices possibles de la chirurgie, mais il souhaite un traitement orthopédique.
Très bien, c'est un très bon traitement, sauf qu'au bout de 6 semaines, il ne revient pas à la consultation. Vous n'arrivez pas à le joindre. Et donc, quel est le risque pour son poignet si jamais il est perdu et qu'il ne consolide pas? Alors, petit A, pardon, quel est son risque pour lui? L'arthrose évolutive du poignet, petit A, la non-consolidation isolée du scaphoïde, ou petit C, bah rien, parce qu'un scaphoïde chez un jeune, vu que c'est un jeune à l'urban foot, ça consolide toujours. Donc, la réponse est une arthrose évolutive du poignet. Et non pas une fracture, une pseudarthrose, une non-consolidation isolée du scaphoïde. Je vais laisser la main à Fred, je crois, Frédéric, de Dr Zetoun, afin de nous expliquer l'évolution naturelle d'une pseudarthrose ou une non-consolidation du scaphoïde passé inaperçu. Merci Laurent. Il a été demandé dans les questions ouvertes que je pointe avec ma flèche quand je monte ma libre, mais comme je ne peux pas le faire. Ah ben je le ferai si tu veux. Ah, tu le fais pour moi. Oui, c'est ça. Donc, le risque, effectivement, lorsqu'un scaphoïde ne consolide pas, c'est l'évolution vers une arthrose. Alors, comment ça se passe, en fait? Donc, le scaphoïde ne consolide pas, son pôle distal il va y avoir une sorte de résorption osseuse dans le foyer de fracture. Le pôle distal va souvent se fléchir par rapport au pôle proximal. Ça va entraîner une diminution de la hauteur du scaphoïde. Les autres os du carpe, et en particulier le semi-lunaire, le lunatome, va s'adapter à cette diminution, va constituer ce qu'on appelle une dysie, puis progressivement une diminution de la hauteur du carpe global, un collapsus carpien, et tout ça va évoluer finalement vers une arthrose que l'on appelle snack wrist, c'est-à-dire scaphoïde non-union collapse. Voilà. Alors, ce snack wrist, cette arthrose évolutive du poignet, elle va évoluer en 3 phases. En 3 stades. Le premier stade, c'est l'arthrose stylo-scaphoïdienne, c'est-à-dire entre la styloïde et le scaphoïde carpien. Le stade 2, c'est l'arthrose radio-scaphoïdienne. Et enfin, tout ça va finalement déboucher sur une arthrose globale et une arthrose en particulier radioscaphoïdienne et médiocarpienne, c'est-à-dire l'uno-capitale principalement. Alors, je vous montre quelques exemples de snack wrist. Voici un snack de stade 1, c'est-à-dire, vous voyez ce pointement ostéophytique de la styloïde radiale sur ce scaphoïde, d'ailleurs, dont vous voyez très bien qu'il n'est pas consolidé. Alors, c'était la précédente, mais ce n'est pas grave. Voilà, c'est ça. Donc, un scaphoïde qui n'est pas consolidé. Vous voyez que le cartilage n'est pas encore trop abîmé, mais il y a une sorte d'ostéophyte sur la styloïde radiale. Suivante. Voici là un stade un tout petit peu plus avancé. On est toujours dans un snack 1 avec une arthrose stylo-scaphoïdienne. Et vous voyez ici qu'il y a plus de cartilage sur la styloïde radiale. Et très souvent, cette arthrose, elle se produit en fait entre la styloïde et le pôle distal du scaphoïde carpien qui est ici. Suivante. Voilà, puis si on laisse évoluer, progressivement, l'arthrose va gagner toute l'articulation radioscaphoïdienne puis radiocarpienne. Et puis enfin, si ça évolue encore, avec l'évolution du collapsus carpien, suivante, on va aboutir à ce qu'on appelle un SNAC 3, c'est-à-dire qu'on a à la fois l'arthrose radioscaphoïdienne et l'arthrose lunocapitale. Vous voyez que les surfaces articulaires, les surfaces cartilagineuses entre le lunatome et le grand os sont complètement abrasées. Donc, on est dans une forme de SNAC 3. Suivante. Alors, parmi les autres complications, et en particulier s'il n'y a pas de consolidation, si on a une pseudarthrose du scaphoïde et éventuellement une arthrose, parmi les autres complications possibles, il y a la nécrose du pôle proximal du scaphoïde carpien. Voici donc un exemple de nécrose avec un os qui va, selon les cas, se condenser, devenir hétérogène, souvent assez géodique. Suivante. Voilà, donc la nécrose du fragment proximal. Voici un autre exemple de nécrose. On peut mettre à la diapo qui est à côté, si tu peux passer également la diapo. Voilà, donc ça, c'est 2 cas de nécrose, une vue au scanner, une vue en IRM. Et vous voyez que ce pôle proximal a un aspect très hétérogène, très géodique, comme vous pouvez le voir sur le scanner ici. Donc sur un scaphoïde qui n'est pas consolidé. Sur l'IRM, ça donne des anomalies signales très importantes.
là, on est sur une séquence frontale de face en pondération T1 avec ce pôle proximal qui est très noir, très en hyposignal. Suivante. Ici, un autre exemple sur ce scaphoïde. Là, on est au contraire sur une séquence en pondération dite T2. Alors, vous voyez qu'il y a deux parties dans le scaphoïde qui ne sont pas consolidées. Il y a la partie qui est la partie distale qui est blanche et la partie proximale qui est totalement noire et qui reste noire de face, de profil sur l'image de droite. Et la nécrose correspond à ce petit fragment qui reste noir et qui va rester noir en fait sur les deux pondérations, c'est-à-dire à la fois en T1 et en T2. Et lorsqu'on va injecter du produit de contraste, suivante, pour voir si ce scaphoïde finalement il reste encore vascularisé, eh bien, on va voir que la partie distale prend le contraste, elle est complètement rehaussée, alors que la partie proximale reste noire. Vous voyez que la partie proximale finalement n'est plus vascularisée. Voilà. Du coup, je vais enchaîner. En résumé, donc, les fractures du scaphoïde, c'est 70 à 90% des fractures du quart, la plupart non déplacées, donc avec les bons taux de consolidation qu'on vous a présentés. Mais l'évolution, lorsque le diagnostic n'est pas fait et le traitement mal réalisé, elle va vers l'arthrose et donc ce qu'on vous a présenté, le snack wrist. Chez le sportif, il s'agit de la première fracture du poignet, d'où la nécessité d'un diagnostic précoce et d'un traitement précoce, avec ces deux possibilités thérapeutiques qu'on vous a présentées, le traitement orthopédique ou le traitement chirurgical, qui ont tous les deux d'excellents résultats, et la discussion sera à mener avec votre patient pour évaluer ses impératifs personnel et son désir ou non d'une immobilisation prolongée ou d'un traitement chirurgical. Voilà, merci à tous. Merci. Merci.